Salut, c'est Franck Teluto. Comment et pourquoi un footballeur décide-t-il de raconter sa carrière dans une autobiographie ? Réponse ce mois-ci avec Jérémy Clément qui nous emmène en coulisses avant la sortie de son livre Pour le plaisir, qui dépasse le cadre de l'habituel bouquin de sportif. En complément, n'hésitez pas à aller écouter ou réécouter l'épisode 10, toujours disponible. En attendant, Dessous de verre numéro 29, c'est parti. Salut Jérémy, ça va ? Salut, ça va et toi ? Ça va très bien, merci d'avoir accepté l'invitation. Encore une fois. Pas de souci. C'est la deuxième fois que tu participes à ce podcast. La première, c'était, ça paraît même loin déjà, c'était en 2020, pendant le confinement, alors que tu terminais ta carrière de joueur. C'est un épisode qui est toujours en ligne. Et là, on est en contact depuis quelques mois pour un projet qui se concrétise enfin, ça y est, en ce mois de mars 2022. C'est la sortie de ton autobiographie. Alors ça s'appelle Pour le plaisir et on va en parler en détail. Mais je voudrais qu'on commence par l'histoire derrière ce livre. Comment est-ce qu'il est né ? Est-ce que c'était une envie, un besoin, une opportunité, une demande qu'on t'a faite ? Ouais, alors déjà c'est pas une autobiographie, c'est une autobiographie pardon, mais aussi elle est entre la biographie et le développement personnel. Oui. Voilà, c'est pour être un peu plus précis, mais comment c'est venu le livre ? Alors c'est une personne avec qui que je connais depuis quelques années, avec qui j'étais en relation et avec qui j'ai bien sympathisé par rapport à différents investissements immobiliers. Et à force d'échanges, il m'a dit, écoute, il m'a avoué que lui avait toujours eu le goût d'écrire et qu'en fait, il voulait faire un truc, quoi. Et il m'a dit, Jérémy, à force d'échanger avec toi, moi, je trouve que tu as plein de choses à dire et je suis sûr que si on le met sur le papier, ça va cartonner. Donc, il m'a dit ça un après-midi, on était à la maison. Et puis, je lui ai dit, écoute, attends, au début, les interrogations. Pourquoi moi ? Qu'est-ce que je vais dire, machin ? Et en fait, le lendemain, je dis allez, on fonce, go, c'est parti. Ouais, parce que dans le prologue, justement, tu questionnes un peu la légitimité que tu peux avoir à sortir un livre comme celui-ci. Qu'est-ce qui a fait justement que tu as tranché dans ce sens-là ? Faut être très très honnête. Moi, je n'ai pas la carrière et la médiatisation que peut avoir Mbappé, Messi ou Ibra qui font des livres. Donc voilà, j'ai fait ma carrière, une belle carrière certes, mais parce que quand on fait un livre, au final, c'est comme tout, on est compétiteur. Donc si on fait un truc, on a envie qu'il marche. Non, mais c'est bête, hein, mais c'est un peu ça. Alors j'ai fait un livre, moi c'était une expérience, et j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire mais après quand on le fait, on se dit bon, tu le fais, mais il faut que ça marche. Parce que c'est ça aussi. Alors, est-ce que c'est le côté sportif de haut niveau ? Mais on ne dit pas on fait un livre. Oui, on le fait pour laisser une trace, parce que c'est une expérience. Mais on le fait aussi pour que ça fonctionne. Donc moi, c'était des questions, je pense légitimes parce qu'on sort de sa zone de confort. Donc on se dit est-ce qu'il va marcher ? Qu'est-ce que je vais raconter, machin. Donc des questions, mais après qu'on très vite laissé la place à on fonce et je me dis va falloir se différencier, faire autre chose parce que le foot c'est bien et forcément je parle de foot notamment et bien sûr de mon époque à Saint-Étienne, mais le truc c'était de faire un livre un peu différent et de s'ouvrir et qui s'adresse vraiment à beaucoup plus de personnes et justement à toutes les personnes qui gravitent autour d'un joueur de foot. Donc c'était plus ça l'idée d'avoir une perception un peu différente, un questionnement un peu différent que la simple biographie de dire j'ai joué, j'ai gagné, j'ai machin. Non, c'était d'aller plus loin et d'avoir une vraie réflexion, sans faire donneur de leçons parce que je déteste ça, avec beaucoup d'humilité, mais voilà, d'essayer d'apporter au lecteur une réflexion, un questionnement, et puis qu'ils prennent du bon temps, parce que c'est aussi ça le but. Et le titre, je pense, témoigne de mon envie de laisser, que les gens prennent du plaisir et ressentent quelque chose en me lisant. La forme et le contenu, on va y revenir juste dans une ou deux questions. Je voulais m'arrêter avant. Je pense que tu as parlé d'un de tes co-auteurs tout à l'heure. Ils sont deux, on va les citer, c'est Emmanuel Duménil et Claire Desmarais. Comment s'est fait le fait justement de travailler ensemble ? Ça aurait été par exemple
trop compliqué pour toi de faire ça seul? Et en pratique, comment vous avez bossé? Est-ce que c'était alors, en plus il y avait le confinement, est-ce qu'on s'appelle? Est-ce que toi tu prends des notes? Comment vous avez préparé ça? Tout seul, je suis incapable. Voilà, en termes de syntaxe, enfin, j'aurais été incapable de faire ça. Donc moi, on va dire que j'apportais bon, les idées, ce que je pensais. Ça s'est fait en fait de façon très simple, souvent à base d'échanges, d'appels, de questions. Et puis en fait, après très vite, j'ai rajouté une troisième personne dedans parce que elle aussi, elle est passionnée euh, d'écriture et c'est la meilleure amie de ma femme. Et en fait, elle me connaît depuis qu'on a 4 ans. Donc, il fallait, et elle connaît rien au foot. Donc, je trouvais ça intéressant d'avoir le Emmanuel qui est plus ancien, d'avoir mon ami d'enfance qui me connaît par cœur et qui sait, qui a ce goût aussi pour l'écriture et qui sait aller me chercher sur des sujets un peu différents. Donc, je trouve que le mélange des trois était bien. Et puis, en plus, c'est travailler en équipe. Moi, c'est ce que je souhaite. Travailler tout seul, ça m'intéresse pas. Et justement, il y a des choses qui sont venues et qu'on a réfléchi, en échangeant. Mais comme les gens peuvent échanger dans la vie avec leurs amis sur tel ou tel sujet, c'est ça aussi qui est cool. Le livre est venu et s'est nourri de discussions, de réflexions avec les uns et les autres. Et c'est ça moi, que je trouve intéressant. Bon, j'arrive sur la forme dont tu as déjà dit quelques mots. Ce livre, c'est un peu un ovni. Alors déjà, pour un livre de footballeur, c'est rare, il n'y a pas ton visage sur la couverture. Est-ce que c'est ton choix? Un ovni, je sais pas, oui, parce qu'il fallait se différencier. Je n'ai pas, voilà, je suis pas connu et reconnu comme peut l'être un joueur de foot. Et l'idée, c'était de faire un truc différent, voilà, en accord avec la maison d'édition. Et comme il est un peu différent, que c'est pas une biographie, vraiment que le livre se situe entre les deux. C'est pas non plus un développement personnel, hein, loin de là. Je j'ai pas un master de psychologie et enfin je suis très très humble avec ça, mais voilà, c'est pas que la biographie. Donc l'idée c'était de se différencier, de faire quelque chose un peu de sympa. Après, la couverture, moi je trouve qu'elle est originale et elle est flashy, elle est marquante. Alors, je suis pas expert non plus dans le domaine de la communication et du marketing, mais apparemment, c'est une couverture qui peut marcher, qui peut impacter, qui peut forcer le lecteur à dire, ah bah tiens, enfin le lecteur là, les gens qui se baladent par exemple à la Fnac te dire, bah tiens, je vais me pencher dessus et qu'est-ce qu'il a à dire cette personne-là. Et même si voilà, il y a quelqu'un qui me connaît pas mon visage. C'est surprenant aussi au niveau de la préface. Bon, il y a celle de Paul Le Guen, le premier entraîneur qui t'a lancé en pro. Bon, c'est Ouais. assez classique, on peut dire. Et par contre, juste après, il y a un chanteur qu'on n'associe pas forcément à ta génération, c'est Didier Barbelivien. Ouais. Mais après, c'était ça. Moi, je vais au bout de mes trucs. Je me suis dit, bon, Jérémy, tu fais un livre différent. Et pour en avoir discuté, pareil, avec la maison d'édition, même avec Claire et Emmanuel, les gens, ils font une préface. Je dis, bah attends, pourquoi on fait une préface? Qui a décidé un jour de dire, bah il y aura une préface? Je dis, bah non, moi, je vais en faire deux. Je vais mêler le côté foot et le côté artistique. Et je trouve que c'est un mélange des deux. Je dis, mais voilà, quitte à faire un truc différent, autant le faire du début à la fin. Et puis de faire comme j'ai envie, de faire comme je le ressens, de faire ce qui me fait plaisir, ce qui me ressemble. Mais c'est un peu ce que j'avance dans le livre et à travers ma carrière. Voilà, moi j'ai envie de faire comme, c'est pas faire comme je veux, mais je veux dire, c'est ce que j'avais envie de ça. Et je me dis, pourquoi t'arrêter à une préface? Enfin voilà, c'est bête. Enfin, j'ai envie d'en mettre deux et je vais en faire deux en fait. Au fil des pages, comme tu l'expliquais, ça commence comme une biographie assez classique, traditionnelle, on va dire, avec des souvenirs assez, on va dire, racontés plutôt de manière chronologique. Mais ça dure Ouais. finalement que 2 chapitres. Et après, on penche un peu, comme tu le disais, vers le développement personnel avec des parties plus thématiques sur la notion de plaisir, le lien entre le physique et le mental, l'argent aussi. À quel moment vous avez décidé de structurer comme ça? C'est au fil des discussions ou dès le départ, il y avait cette volonté que finalement les souvenirs foot soient assez presque minoritaires? Ouais, la structuration, elle s'est fait un peu plutôt vers la fin. Après, l'idée, c'était quand même à travers tous ces chapitres, d'associer des témoignages. Parce que moi, je trouvais intéressant, et encore une fois, c'était pas de dire, Jérémy, et de pas être donneur de leçons, de faire vraiment voilà, un livre où je me livre. Parce que voilà, je me mets à nu, hein, j'évoque des choses, voilà, personnelles. Et l'idée, c'était vraiment d'aller
aller chercher au plus profond de moi et de dire les choses. Mais de pas être donneur de leçons. Donc c'est pour ça d'associer les gens qui parlent, des gens connus, de sport collectif, de sport individuel, des gens méconnus du public, mais je pense à ma famille, à ma sœur, à mon oncle. Mhm. Et je trouvais ça super intéressant d'avoir leur regard aussi à eux. Comment qu'en est ma sœur, elle le dit, et je trouve que son témoignage est super. Elle explique la jalousie qu'elle a pu éprouver, et c'est top. Enfin, je trouve, et je pense qu'il y a des gens qui peuvent s'identifier à elle. Donc moi vraiment l'idée à travers aussi les témoignages, c'était que les gens puissent prendre, si jamais un témoignage ou le fait que je raconte ça ne leur parle pas, mais qui est peut-être à un moment quelqu'un qui témoigne et là putain ouais ça me touche, ça me parle, putain j'ai ressenti ça ou telle chose. Et voilà, c'est pour ça que l'idée des témoignages, moi je trouvais ça super et bien, c'était de mélanger un peu les genres et de faire parler des gens connus et reconnus pour certains, et comment eux fonctionnent, qu'est-ce qu'ils pensent sur telle ou telle thématique. Et c'est là où je trouve que on a j'espère réussi quelque chose de bien. Bah, les témoignages, tu vois, j'avais prévu d'en parler un petit peu plus tard, mais on va y venir tout de suite parce que c'est plus logique. Je suis désolé, je pars dans tous les sens, hein, Non, c'est rien, tu me démontes mon interview, mais c'est pas grave. Il y en a une trentaine de personnes qui témoignent, et c'est pas seulement pour parler de toi ou de comment elles t'ont connu, il y a aussi des thèmes voilà, sur le plaisir, le management, l'argent, encore une fois. Et il y en a certains qui sont, alors c'est pas qu'ils sont pas tendres, mais ils disent certaines choses sur toi. Je pense notamment, j'ai retenu celle de Claude Makélélé, qui dit que tu as été toujours très influent, mais aussi parfois influençable. Est-ce que toi, tu étais conscient de ça? Non, non, non. Alors après, c'est vrai que ça m'a amusé voilà, quand on a échangé avec Claude. Non, non, j'étais pas conscient. Mais après, s'il le dit, c'est peut-être qu'à un moment il a ressenti ça. Donc voilà. Mais c'est ça aussi, je trouve. Voilà, j'ai voulu les témoignages vraiment tels quels et ne pas les changer. Et même et quitte à. Enfin, moi, ce que je voulais pas, c'était surtout pas qu'on soit gentil avec moi et qu'on parle de moi. Moi, ce que je voulais, c'était que les témoignages, on parle d'eux, on parle de choses plus profondes. Je voulais pas que ça fasse pot de départ à la retraite. Bon, Jérémy, il est gentil, machin, nanana. Non, c'était pas le but. C'était vraiment d'avoir vraiment le témoignage des personnes. Et je pense à Loïc, voilà, pour faire le lien avec l'ASS. Loïc, je trouvais super intéressant d'avoir. Moi, j'ai fait plusieurs clubs. Loïc, il a fait toute sa carrière dans le même club. Comment on le vit, ça? Tu vois, et c'est ça, je trouve qui était intéressant. Et il y a aussi beaucoup de personnes qui ont rien à voir avec le monde du football ni avec tes proches. Il y a Claude de Koh-Lanta, il y a Thomas Vauclair qui est le sélectionneur de l'équipe de France de cyclistes, il y a ton ancien agent, il y a un avocat fiscaliste, il y a l'ancien handballeur Thierry Omeyer. Ce sont des gens que tu connaissais déjà ou que tu as rencontrés pour ce livre? Alors pour certains que je connaissais et puis d'autres où je les ai appelés directement, voilà, pour leur expliquer mon projet et s'ils étaient d'accord pour témoigner. Mais tu vois, à travers ces personnes-là que tu cites, c'est vraiment d'avoir un panel vraiment large. Et tu vois, il y a des sports co, il y a des sports individuels, il y a un avocat, il y a mon agent, il y a Chicandier qui est un comique et qui a rien à. Enfin voilà, mais je trouve que c'est des personnes différentes qui ont ce côté quand même artistique et voilà, d'avoir leur avis à eux, leur opinion. Et c'était ça que je trouvais, encore une fois, je me répète, mais assez intéressante. Et non, certains je les connaissais, d'autres je les ai contactés directement. Et bon voilà, ils ont accepté et c'est vraiment sympa de leur part de témoigner dans le livre. Comment ils ont réagi à ta proposition? Parce que être dans entre guillemets l'autobiographie de quelqu'un, c'est pas commun. J'ai essuyé aucun refus. Enfin, voilà, toutes les personnes que j'ai contactées, elles ont accepté de témoigner. Donc ouais, c'est plutôt sympa parce que c'est du temps quand même. C'est du temps et tout le monde s'est prêté au jeu. Non, c'est vraiment vraiment cool de leur part. Dans le lot, il y a pas mal de personnes que tu as côtoyées à Saint-Étienne. Alors, je vais dire ça de tête, j'espère ne pas en oublier. Il y a donc Loïc, il y a Tarak Bouzabia, le médecin. Il y a Renaud Coad, il y a Valentin Esseric, Sylvain Armand, bon, qui a formé à Saint-Étienne, même s'il n'a pas joué en pro. Voilà. Et Jean-Luc Vasseur. Jean-Luc Vasseur, effectivement. Et je pense que j'en ai pas oublié. En nombre, c'est assez représentatif quand même. Donc, on sent que c'est une période qui t'a marqué autant professionnellement que personnellement, parce que tu racontes justement, je vais pas dévoiler le livre, mais quand tu arrives ici en 2011, il me semble, toi sur le plan privé, c'est quand même très compliqué. J'ai rencontré des personnes formidables et moi, voilà,
c'était aussi la SS d'un point de vue sportif et d'un point de vue personnel, l'occasion de revenir pas loin de chez moi. Non, ça a été vraiment on va dire un mariage qui a fonctionné. Et bah, je le dis sans cesse, hein, mais j'ai passé des très belles années à la SS. Tout était réuni, le groupe, le club à ce moment-là, les gens au club. Enfin voilà, ouais, ça fait partie vraiment des belles années où j'ai pris un kiff monstre à être dans ce club, à jouer pour ce club et dans ma vie aussi d'homme. Donc non, c'était vraiment un moment magique dans ma carrière. Tu avais dressé le bilan de ces années-là, la première fois où on avait enregistré ensemble. Le fait d'avoir 2 ans de plus, d'être devenu aussi entraîneur, est-ce que tu as un regard différent sur ce qui a fait que, ou plus affûté sur ce qui a fait que ça a bien pris entre vous et que ça a autant fonctionné? Bah, enfin, je pense que c'est vraiment un ensemble de choses, comme je viens de te le dire. Je pense qu'il y avait le club qui, à un moment, voilà, qui était à un virage, qui avait besoin de renouveau et qui sortait d'années difficiles. Un groupe de jeunes qui a été super bien construit par Christophe Galtier et Stéphane Tessier. Ouais, c'est vraiment un ensemble. C'est vraiment. Je trouve que la mayonnaise, elle a pris à tous les niveaux. Donc, les gens, les supporters qui se sont identifiés à cette équipe-là. Donc, tout ça fait que bah, ça a fonctionné. Et je pense que ouais, c'est vraiment l'addition de ce que je viens de dire qui a fait que bah, on a fait des belles années et que bah avec les gens même encore maintenant ils nous en parlent et ils sont un peu nostalgiques. Alors oui, ils sont nostalgiques de vraiment de l'épopée plus ancienne, mais aussi de ce moment-là quand toutes les années on jouait la Coupe d'Europe et c'était quand même des belles années. Ta grosse blessure pour laquelle tu fais témoigner justement Valentin Esric, elle est à peine abordée dans la partie, on va dire, biographique, chronologique. Donc sur le coup, je me suis dit, tiens, c'est étonnant, il en parle très peu, et finalement, en fait, tu lui consacres carrément tout un chapitre. C'est vraiment quelque chose qui a marqué ton passage ici. Oui, bah si l'idée c'était quand même de faire vraiment une partie quand même sur ça parce que je trouve que c'est important de raconter le lien entre blessures, enfin qu'on peut assimiler à un échec, enfin mais oui, c'est marquant et parce que ça fait partie de la carrière d'un footballeur, mais enfin voilà, je regrette pas et je me dis pas bon. Ouais, ça fait chier ce qui t'est arrivé. Non, je pense que ça fait partie ça devait m'arriver, ça fait partie de ma carrière. Je pense que au contraire, ça m'a aidé à peut-être à apprécier encore plus le métier que je faisais à un moment, voilà, à cet âge-là. Je pense qu'à relativiser encore plus sur cette notion, cette passion qu'est le football et ce que j'aimais. Et puis par rapport à Valentin, je trouvais ça cool de le faire témoigner parce que moi j'ai toujours eu ce côté où on m'a dit ah, Jérémy en gros c'était le gentil machin, il s'est fait blesser et justement j'ai Valentin voilà c'était pour avoir après bien sûr on a joué ensemble. Je me dis bah ouais faut quand même que les gens ils sachent que ça a été dur pour lui et que bah c'est pas simple quoi. Ça a pas vraiment été ça a limite été plus enfin c'était moi qui ai été blessé, mais je crois que lui a vraiment beaucoup plus souffert que moi par la suite. Et non, non, c'est un passage marquant, mais qui m'a construit, qui m'a fait progresser, qui m'a fait prendre conscience que j'aimais vraiment, vraiment le foot et mon métier. Je voudrais parler aussi de Saint-Etienne à travers un autre thème qui est celui de l'argent. Tu dis que l'argent, c'est pas un thème un sujet qui est évoqué dans les vestiaires. Toi, tu as eu une caractéristique, c'est que tu avais passé par Saint-Etienne à un moment où il y avait en place on va appeler ça quand même un salary cap, même s'il y avait des manières de le contourner. Mais Ouais. qu'est-ce que tu retiens de ce que le club avait mis en place sur cette période-là? Je pense que c'était cohérent et enfin voilà, c'est vrai qu'on avait une part fixe de salaire, bon avec on va dire un salary cap, bon qui était pour la forme, mais non, ce que je trouvais bien, c'était la part variable, comme dans les entreprises, en fonction du temps de jeu et des matchs gagnés. Donc on avait une grosse part variable par rapport à ça et ça, je trouvais ça intéressant parce qu'en gros, bah voilà, le joueur a son salaire, il joue tous les matchs et on est bien classé, il va gagner on va dire son salaire en fin d'année aura une augmentation de 30 à 40% par rapport indexé sur les résultats et sur le nombre de matchs joués. Donc, je trouvais que c'était cohérent et en lien avec le monde de l'entreprise et enfin, c'était un peu novateur, je pense, ce qu'avait mis en place la SS à ce moment-là. Ça a un peu volé en éclats, et même s'il y a certains championnats comme aux États-Unis où ça se fait,
Est-ce que tu penses que c'est applicable, par exemple, en Ligue 1? Ah, c'est compliqué. Enfin, voilà, après, je pense que ça avait ses limites et que forcément, il y a des joueurs et si tu veux toucher quelques joueurs. Alors après, comme on l'a dit, il y avait une façon de les tourner, le salary cap, mais je pense que voilà, certains. Après, si tu veux toucher un certain nombre de joueurs et entre guillemets des gros joueurs, voilà, après, si l'effectif est fait en fonction de cette stratégie économique et que si d'autres pays y arrivent, je dis pourquoi pas. Mais bon là après moi je n'ai pas les compétences. Voilà, je pense qu'il y a des personnes qui sont beaucoup plus compétentes pour établir des stratégies comme ça. Mais moi je dis pourquoi pas. Tu parles aussi dans ton livre de fiscalité, notamment des sportifs qui finissent ruinés. J'ai appris d'ailleurs que tu avais passé tes examens pour devenir toi-même gestionnaire de patrimoine. C'est quelque chose que tu as pu mettre en pratique? Non, alors enfin, j'ai passé les diplômes et tout, mais en fait, c'était plutôt pour une culture personnelle et comme voilà, j'avais pas mal de biens immobiliers, j'ai fait pas mal de défisques et justement des bêtises, hein, comme je peux le dire dans le livre. Euh, voilà, moi, ça m'a toujours un peu intéressé. Alors, j'en ferai pas mon métier, hein, c'est pas quelque chose qui me. Mais je voulais voilà avoir. Et si j'en parle dans le livre, c'était pour avoir une vraie maîtrise de A à Z. Et voilà, et en toute humilité, je commence à vraiment à maîtriser le sujet. Mais oui, forcément, la fiscalité. Et moi, je suis passé par là. On se dit, bah oui, on va défiscaliser. En gros, on va économiser tant d'impôts. Mais bon, après, quand tu fais le calcul qu'après, tu dois le revendre, tu es obligé de le garder certain nombre d'années parce que sinon, tu as des fiscs qui volent en l'air. Tu es imposé sur la plus-value, sans compter le nombre d'emmerdes que tu peux avoir avec les locataires. Enfin bref, non, mais c'est vrai, voilà, je balaye vraiment vite le sujet, mais c'est un, c'est vraiment, vraiment complexe et voilà. Si c'était à refaire, voilà, j'aurais une stratégie complètement différente. Après, on dit on paye pour apprendre. Voilà, moi j'ai payé pour apprendre, j'ai payé cher pour apprendre, mais c'est comme ça fait partie, voilà, des erreurs et voilà, le fait d'avoir été aussi à un moment mal conseillé par rapport à tout ça. En revanche, tu parles pas du tout de politique. Est-ce que c'est un sujet qui existe dans un vestiaire alors que, par exemple, là, typiquement, on a la présidentielle qui arrive bien vite Bien bientôt? sûr, je sais pas souvenir, mais si, forcément, forcément voilà, je pense qu'on a dû avoir quelques débats par rapport à ça, mais non, j'en parle pas. Après, c'est vrai que c'est pas quelque chose qui m'est venu. Voilà, après moi je suis pas, enfin voilà, je suis comme tout le monde, ça m'intéresse de regarder un petit peu les débats, les échanges. C'est pas trop les idées, moi ce qui m'intéresse aussi c'est plus voilà les personnes qui animent les débats, comment elles se comportent, comment voilà leur intonation de voix. Parce que bah moi je suis coach, j'interviens aussi en entreprise et l'idée c'est de voilà de savoir comment d'autres les hommes politiques qui sont très forts là-dessus, comment elles se comportent. Mais ouais non, j'avais pas envie de partager voilà mes idées par rapport à ça. Et je reviens sur quelque chose que je pensais aborder plus tôt, puis on est parti sur la question des témoins. C'est que dans ton livre, on va dire tout au long des pages, il y a la notion de plaisir qui ressort, elle paraît primordiale pour toi. Tu t'en caches pas, hein, tu aimes bien vivre, y compris quand tu étais pro, avec un petit peu d'alcool de temps en temps aussi. Ouais. Et tu évoques un livre d'Edgar Gros-Piron en disant qu'il devrait être offert à tous les élèves de 4e. Je voulais savoir pour quelle raison et en quoi il a compté pour toi ce livre. Parce que dedans, après, je sais pas si les gens le sachent, mais c'est vrai Edgar Gros-Piron, il fait partie maintenant des meilleurs conférenciers dans le monde. Enfin voilà, il est connu et reconnu et c'est vraiment une personne très intéressante. Et le livre, non, parce que moi, il m'a touché, il m'a impacté, il est très intéressant, il raconte un peu, il retrace sa carrière et il évoque aussi des sujets un peu de développement personnel. Donc je trouve que il est top. Et enfin, quand je dis qu'il devrait être offert à des quatrièmes, c'est parce que des fois alors j'ai rien contre, hein, mais on nous dit bon, on va aller voir un conseiller d'orientation ou on va faire le forum des métiers ou enfin voilà, alors qu'il y a peut-être des livres intéressants et qui peuvent nous en apprendre davantage, nous faire peut-être réfléchir de façon différente. Et c'est pour ça que ça m'a amusé de dire que le livre d'Edgar il pourrait être offert à des quatrièmes. Parce que je voulais pas être prétentieux et dire que mon livre devait être offert à des quatrièmes. C'est pour ça, sinon j'aurais dit le mien si j'étais un peu prétentieux.
Alors justement, dans ton livre, en plus, il y a un peu de maths parce que tu donnes deux équations que j'ai relevées et je voudrais que tu me les expliques. La première, c'est performance égale compétition fois motivation. Ça, c'est pas la mienne. Oui, elle vient du livre d'Edgar Ouais. Gros-Piron, je crois. Et la deuxième, c'est la théorie. Alors, je sais pas si on dit du BOP, du BOP. Du bop, bop. BOP, Que ça soit bonheur, facile à retenir, bop. bonheur égale objectif fois plaisir. Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? La première, elle est pas de moi, donc voilà, je l'explique un peu dans le livre, et c'est Edgar Gros-Piron qui l'avait repris. Bop, après, je vais pas mettre un brevet sur sur l'équation. Non, mais c'est tout simplement, enfin, c'est en gros, c'est ce qui a compté pour moi dans ma carrière, et ce qui a été ma boussole, oui, tout au long de ma carrière, et encore aujourd'hui. Pour moi, le bonheur, voilà, je pense que si on y met un objectif et qu'on y ajoute cette notion de plaisir, voilà, on a de grandes chances d'être épanoui. Après, je sais que par moments c'est dur, mais l'idée c'est de trouver des moyens, des moments et des choses peut-être des fois simples. Et alors oui, il y a plein de choses qu'on n'aime pas faire. On n'aime pas, je sais pas, moi par exemple, j'aime pas faire le jardin. C'est donc dire comment prendre du plaisir quand tu fais le jardin. Mais l'idée c'est peut-être de rajouter, de dire je vais écouter un peu de la musique, ça va me faire passer le temps, voilà, ça va me faire réfléchir à tel ou tel truc. Mais voilà, l'idée d'avoir un objectif associé à cette notion de plaisir, je trouve voilà, on arrive à avancer, on arrive ouais, à quelque part à être épanoui. C'est par des mots simples que j'ai voulu, entre guillemets, raconter, moi, ce qui a fonctionné pour moi. Et par contre, tu dis que tu ne crois pas à la chance. Je crois pas à la chance, si. Enfin, je crois pas à la chance. Il en faut forcément. Je le dis pas comme ça, mais si, il en faut parce que on est tellement. Et je prends l'exemple, je le dis par rapport les jeunes qui sortent du centre de formation. Donc forcément, il y a le côté mental, il y a le côté. Quand je dis, je crois pas à la chance, parce que je dis que tous les jeunes de centre de formation, ils ont tous un bon niveau. Après, ce qui fait la différence, bien sûr, c'est le mental, c'est les épreuves qu'ils subissent. Mais si, la chance, parce que moi, je peux dire par exemple que si c'était pas Paul Le Guen qui avait été mon entraîneur à Lyon et que ça avait été un autre entraîneur, je n'aurais peut-être pas percé. Donc forcément, ça fait partie de. Si, bien sûr, faut de la chance. Après, je dis juste que des fois, la chance, ça se provoque, et quelque part, ouais, le mental, ça se travaille, et que rien n'arrive quand même. C'est pas non plus tout arrive par hasard. Il faut quelquefois aller le chercher, et quelque part les épreuves de la vie et ce qu'on subit font de nous l'homme qu'on est demain. Par rapport à tout ça, si tu pouvais changer justement une chose dans ta première vie, celle de footballeur professionnel, est-ce que tu aurais une idée? Non, changer, enfin, c'est ce que je dis. Je pense que dans le livre, je pense que si j'en suis là, c'est parce que il m'est arrivé tout ça, et que non, je ne changerai rien. Après, j'aimerais voilà continuer à être quelqu'un d'épanoui, à prendre du plaisir, à être quelqu'un de bon, parce que je pense que c'est important, voilà, d'être quelqu'un de bien. Euh, et non, ça serait de vivre des moments intenses avec des personnes que j'aime, de continuer dans cette voie des relations humaines, et d'avoir, voilà, d'être dans la notion de plaisir, de partage, de solidarité, parce que c'est ça la vie pour moi. Donc j'espère qu'elle sera aussi riche en émotions et en relations, et d'un point de vue humain. Je voudrais finir par ce qui fait ton quotidien aujourd'hui, c'est que depuis bientôt 2 ans, tu es entraîneur de Bourgoin-Jallieu en N3. Et je vais citer une phrase de ton livre que tu écris. L'objectif que je me fixe dans cette nouvelle aventure est de devenir l'entraîneur que j'aurais aimé avoir. Ce serait quoi le portrait robot pour toi? Je sais, franchement, on m'a souvent posé cette question-là. Je sais pas, je pense que le plus simple, ce serait de demander à mes joueurs, parce que je sais pas comment, voilà, en tout cas, je pense que je me suis nourri des coachs que j'ai eus, en bien ou en moins bien. Et voilà, et je pense à Paul Le Guen, à Christophe Galtier, à Camboiré, à Gérard Rouillet, enfin, et d'autres que j'ai pu croiser. Donc je pense que ils ont forcément influencé ma vision de ce qu'est le coach. Et j'essaie de toujours de me mettre à la place du joueur que j'étais. Et ouais, pour l'avoir souvent dit, j'étais pas un joueur facile. Donc c'est aussi ça qui m'a plu, de me dire comment t'aurais géré un joueur comme toi. Et c'est voilà, c'est d'être un entraîneur proche de ses joueurs, parce que voilà, pour moi, je ne conçois pas ce métier en étant voilà quelqu'un de froid, de loin. Et je sais qu'il y a des coachs qui sont comme ça. Moi, c'est pas ma vision
de voir la vie, de voir ce métier-là, de voir les relations et de voir justement l'optimisation de la performance par rapport aux joueurs. Je pense qu'en étant proche, on a plus de chances que le joueur soit performant. Mais le portrait robot, je sais pas. En tout cas, j'ai envie d'être moi-même. Ça aussi, je pense qu'il faut pas jouer de rôle. Et voilà, j'espère que je le suis, en tout cas avec mes joueurs, que je triche pas. Je l'ai jamais fait. Et j'espère que voilà. Et en tout cas, ils sont. Je vais pas dire qu'ils sont contents parce que ceux qui jouent, ils sont contents. Ceux qui jouent moins, ils vont dire putain. Et celui-là, quel con, il me fait pas jouer. Mais en tout cas, j'espère voilà d'être authentique avec eux et de pas leur mentir, voilà, d'avoir un vrai échange et que quand je les croise dans la rue et qu'on nos routes se seront croisées, bah, qu'on se saluera gaiement et qu'ils seront vraiment contents de me voir, comme je peux l'être. Je vais continuer la phrase que j'avais commencé à citer tout à l'heure et qui se termine par « Mon cahier des charges est compliqué car lorsque j'étais joueur, j'avais toujours l'esprit de contradiction ». Alors, à l'époque où je t'ai côtoyé à Saint-Etienne, tu avais cette image de gentil râleur qui était souvent dans la contradiction, des fois juste par plaisir. Est-ce que, en étant devenu entraîneur, c'est vrai. Tu as un peu évolué sur ce trait de caractère? Forcément, je le suis pas avec mes joueurs. Je l'étais quand j'étais joueur avec mon coach. Là maintenant, moi, mes supérieurs, c'est mes présidents. Donc peut-être que j'ai cet esprit-là de contradiction avec mon club ou mes présidents. Peut-être. Mais oui, c'est quelque chose qui m'a toujours un peu amusé. Bon, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans cette nouvelle vie d'entraîneur? Qu'est-ce qui te fait aujourd'hui te lever le matin? Bah, c'est la compétition, hein, c'est gagner les matchs. Voilà, moi, je prends du plaisir à gagner. Alors, j'ai dit oui dans mon quotidien avec mes joueurs, dans la relation que j'ai avec eux. Mais après, moi, ce que j'aime, c'est gagner. donc, de gagner le plus de matchs possible, de prendre le plus de plaisir au quotidien. Et puis, ouais, le week-end, gagner les matchs. C'est dur, mais bon, voilà, on essaye de bien travailler, et puis de prendre du plaisir, d'essayer d'atteindre les objectifs qui sont élevés, d'être dans les premiers du classement N3. C'est dur parce qu'il y a pas mal de bons clubs. Je pense à Évian, je pense à Saint-Etienne, à la réserve de Clermont, à Lyonnais. Donc voilà, des clubs qui se battent toutes pour atteindre l'accession en N2. Malheureusement, il y en a qu'un qui monte, mais voilà, de continuer à prendre du plaisir avec mon club. Il y a 2 ans, quand on s'était parlé et que tu terminais donc de jouer à Bourgoin, tu savais pas encore trop ce que tu allais faire après. Aujourd'hui, est-ce que tu penses que tu as trouvé ta voie? Non. Enfin, si, là, ça me plaît. Après, je peux pas savoir dans 5 ans, dans 10 ans, qu'est-ce que je ferai. Franchement, j'en sais rien. Après, c'est sûr que le monde du haut niveau me manque. Enfin, quand je dis le monde de haut niveau, les clubs pro et le quotidien que j'ai eu et ouais, le côté haut niveau. Alors, sans faire offense à mon club de Bourgoin, mais voilà, ce côté haut niveau que j'ai pu vivre dans les différents clubs, ça c'est quelque chose qui me manque, cette pression, ces supporters, enfin voilà, des choses qu'on vit quand on est joueur, mais ce quotidien de tout faire pour atteindre la performance et de gagner, ça c'est quelque chose qui est dans un coin de ma tête. Après, c'est comme de partout, faut faire les plus et les moins. Et moi, il y a aussi l'aspect familial. Je suis rentré chez moi, j'ai 3 enfants, on n'est pas loin de la famille. Enfin, on est chez nous, donc ça aussi c'est agréable. Et quand tu as bougé une quinzaine d'années, c'est à prendre en compte quand même. Est-ce que tu penses que dans quelques années, tu sortiras un tome 2 sur ta vie d'entraîneur? Moi, je sais pas. On verra si elle la demande, si les gens me disent, moi, Jérémy, tu fais un truc. Mais non, c'est déjà d'en faire un. Je trouve que c'était une bonne expérience, du boulot. Et voilà, on verra j'espère en tout cas que les gens répondront présents et seront contents de me lire. Mais écoute, en tout cas, un grand merci d'avoir pris le temps de nous expliquer tout ça. Merci Franck. On te souhaite pleine réussite pour le livre et puis dans ta vie d'entraîneur et surtout d'homme, parce que j'ai bien compris que le plaisir pour toi, c'était essentiel. C'est gentil. Merci beaucoup, Franck. À bientôt. Salut, Jérémy. Salut, merci. Salut. Merci à Jérémy pour sa disponibilité et merci à vous d'avoir écouté notre conversation jusqu'au bout. J'espère que ça vous a plu et si c'est le cas, n'hésitez pas à partager le podcast autour de vous et sur les réseaux sociaux. Vous pouvez aussi le faire grandir en lui mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Rendez-vous aussi sur Facebook, Twitter et Instagram pour continuer la discussion ou par mail à dessous-de-verre@gmail.com. À bientôt!